Le bras de fer entre le Mali et la France se déporte à New York. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, Bamako a saisi donc en août l'ONU afin de réclamer une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur la situation dans son pays. Dans une lettre du ministère des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie multiplie les accusations envers la France, violation de l'espace aérien malien, collecte de renseignements en intelligence avec les groupes terroristes. Paris aurait également, selon Bamako, livré des armes et des munitions. Là encore, Bamako assure pouvoir transmettre des éléments crédibles, probants aux membres du Conseil de sécurité. Mais depuis, problème, le Conseil de sécurité brille par son silence sur ce dossier. La plainte du Mali contre la France va-t-elle prospérer? C'est l'interrogation du jour et nous en parlons avec deux habitués de ce plateau. J'ai l'honneur et le grand plaisir de vous annoncer l'arrivée chez nous de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Sogoyou Kegewe. Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à nos téléspectateurs. Voilà. Kegewe Sogoyou est journaliste, ancien ambassadeur du Togo en Allemagne. Merci d'être avec nous. Merci. Notre deuxième invité, aussi un habitué de ce plateau, King Dodro. Le roi, bonjour. Bonjour cher ami Gilles et bonjour à nos téléspectateurs. King Dodro qui est expert en structuration économique et financière. Moi je pensais jusque-là qu'il était un expert de bureau, mais King s'est signalé sur le terrain, à ma grande surprise, la semaine dernière, avec un projet gigantesque de construction de 2500 logements sociaux. Pour aller très vite, King, je ne pensais pas avoir un milliardaire, côtoyer un milliardaire tous les jours. Comment se fait-il que, généralement, il se dit que les banques africaines n'accompagnent pas les projets, mais vous, puisqu'on discute beaucoup aussi, hors antenne, en moins de 6 mois, ce projet a germé autour de janvier-février, mais au bout de 6 mois, vous avez réuni les milliards pour construire 2500 logements en hauteur à Lomé. Comment vous avez fait? On ne va pas réinventer la roue, hein. J'ai l'habitude de dire cette phrase en réponse à ceux qui pensent que King a une clé magique ou c'est un miracle. Ce n'est pas un miracle, la roue existe déjà. C'est une question de bon sens. J'ai l'habitude de dire le financement c'est un schéma. Donc quand vous êtes dans le bon schéma, vous avez en face de vous du répondant et la réponse qu'il faut pour que si vous êtes porteur de projet, vous puissiez le réaliser. Et puis encore, ce qu'il faut comprendre, quand le projet est bien structuré, il apporte les conforts nécessaires à de potentiels investisseurs, c'est eux-mêmes qui viennent vers vous. C'est quoi un projet bien structuré? Un projet bien structuré, c'est un projet qui traduit d'abord son élément de finalité pour conforter de potentiels partenaires qui doivent accompagner le projet. Et quand vous réussissez à relever les conforts nécessaires pour appuyer ce projet, bien évidemment, tout individu ou toute personne à qui vous présentez ce projet, son délai d'analyse ou son délai de prise de décision est très réduit. Il est très réduit parce que vous l'avez conforté. Quand vous présentez un projet avec plein d'incertitudes, plein de risques non analysés, non atténués, bien évidemment que vous aurez même un refus. La personne n'aura même pas le temps de l'analyser pour vous donner une réponse plus tard. La réponse risque d'être non. Mais quand vous venez vous présenter un projet qui comporte pas du tout, qui comporte des risques, mais les risques déjà atténués, il est bien évident que celui qui a visé, l'homme a visé en face de toi, s'il a les moyens, il décide systématiquement d'investir parce que les hommes d'affaires, c'est une question d'opportunité, de flair. N'oubliez pas que les banquiers sont des hommes d'affaires. Ils sont à la recherche de bonnes opportunités. Quand la bonne opportunité se présente, bien évidemment, ils les saisissent et puis et ça fait ce que ça fait. Donc 6 mois, c'est énorme d'ailleurs. Pour dire peu de temps, 6 mois, c'est énorme. C'est beaucoup de temps d'ailleurs. Donc il y a des projets que nous avons présentés sur d'autres sites qui ont reçu l'approbation juste après 1 mois. J'avoue que pour moi, c'est encore de la théorie, mais on n'a pas le temps d'entrer dans le concret. Mais dites-moi simplement, pour refermer cette parenthèse, est-ce que vous êtes sûr de construire les 2500 logements sociaux en 1 an, comme vous avez promis? Oh non, c'est pas en 1 an. C'est un projet qui va durer sur
4 ans maximum. Mais c'est plutôt les délais de livraison des appartements qui sont séquencés vague par vague en 12 mois en fait. Dès Donc que les on crédits... paie chez vous en un an, vous livrez votre appartement. Justement. Vous en êtes sûr? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, la technologie de la construction aujourd'hui a tellement évolué que quand vous engagez un chantier qui fonctionne à 24 heures, vous réduisez tous les délais. Donc notre modèle, c'est d'aller, nous sommes dans un modèle de chantier 24 heures et on a bien évidemment sélectionner des constructeurs qui ont de l'expérience en la matière de construction de buildings, qui ne viennent pas s'essayer sur notre chantier. C'est des gens qui nous apportent plutôt de l'expertise en matière de construction en hauteur. Donc nous sommes fort confiants que le respect de ces délais techniquement de la part de nos constructeurs sera quelque chose d'effectif parce que nous sommes en phase. Et quand vous dites que on ne nous remet pas l'argent, c'est là la pertinence même de notre programme. On ne nous remet pas l'argent. Vous avez votre argent, vous voulez acheter un appartement chez moi, vous bloquez l'argent sur votre compte. Votre banque me confirme que les fonds sont disponibles pour acheter l'appartement. C'est à la livraison que votre banque me paye. C'est ça la pertinence de mon programme. Donc, sur ce côté, tous nos partenaires bancaires qui nous accompagnent en sont conscients. C'est l'un des éléments qui a beaucoup impressionné d'ailleurs nos partenaires qui nous accompagnent dans la structuration de ce programme. J'avoue que je suis quelque peu bluffé aussi. Monsieur l'ambassadeur, on va avoir... Il faut qu'on cherche des appartements du côté de Japon. Oui, je crois que c'est du concret. Et il n'y a pas de crainte qu'un jour il fuit à Singapour avec l'argent des Togolais, puisqu'il est basé à Singapour. La formule est rassurante pour tout le monde. Et je crois qu'en matière d'affaires, la première chose, c'est la confiance. Et ça dégage pratiquement 100-200% de confiance. Oui. Donc, félicitations à lui. Oui. Merci beaucoup, cher René. J'ai manqué de vous dire que vous êtes dans des habits royaux que j'ai beaucoup appréciés aujourd'hui. Merci. J'ai toujours dit ici que si nous nous habillons comme ça et que ça donne aux autres l'envie de le faire, c'est nos artisans locaux qui gagneront un peu d'argent. Nous avons notre coton, nous avons tout. Nous avons des artisans très habiles. Quand vous allez par exemple à Sokodé, à Bafilo, un peu à Kara, au Togo, partout, vous trouverez d'abord les dames qui filent le coton, il faut le fil, et d'autres qui font des pagnes, et la troisième catégorie qui prennent ces pagnes pour confectionner des habits comme celui-ci. Donc j'invite en ces temps de crise, en guise de geste de solidarité, j'invite nos compatriotes à acheter togolais, d'abord chez les femmes qui tissent les pagnes et chez ceux-là qui les transforment en habits très agréables à porter. La bataille du Conseil de sécurité aura-t-elle lieu entre la France et le Mali? C'est le thème du jour et les fidèles téléspectateurs, comme d'habitude, peuvent nous rejoindre dans la seconde partie de cette émission. Écrivez-nous. Le numéro, vous le connaissez déjà, plus 228 96 46 10 31. Plus 228 96 46 10 31. Dites-nous ce que vous pensez de cette plainte malienne. Est-ce que la plainte va prospérer? Si elle ne prospère pas, que peut faire le Mali devant donc les insuffisances soulevées, les accusations soulevées? Écrivez-nous d'ores et déjà. Sogoyou Kegewe, est-ce que cette plainte est sérieuse? Je présume que vous l'avez lu. Ça fait quelques pages avec des documents annexes. La plainte du Mali contre la France devant le Conseil de sécurité, est-ce que c'est une plainte sérieuse ou un mouvement d'humeur selon vous? Vous n'imaginez quand même pas le Mali dans la situation où il est, en train de déposer une plainte fantaisiste, sachant très bien contre qui il dépose la plainte. Le Mali ne dépose pas la plainte contre un petit pays quelconque perdu dans les îles du Pacifique, mais c'est un grand pays, une des puissances, membre du Conseil de sécurité. Donc si tu es à la place du Mali, tu vas réfléchir à 2 fois avant de commencer. Donc si le Mali a réfléchi à plus de 2 fois qu'il a formulé la plainte, il l'a déposée, c'est qu'il sait sur quoi il a mis le pied. Maintenant, si la plainte va prospérer, moi je crois qu'il y a quelque chose. Je voudrais dire aux Maliens, ils savent que j'ai beaucoup de respect pour eux, que pratiquement je me bats pour eux, mais j'aimerais leur dire certaines réalités. Depuis la guerre, la fameuse guerre d'Ukraine, nous avons compris, nous Africains, on a compris ce qu'on aurait dû comprendre depuis les années 50-60, à savoir que
la raison du plus fort est toujours la meilleure. Ça, c'est dans la fable de La Fontaine. On aurait dû comprendre ça. C'est parce qu'on n'a pas compris ça qu'on a des problèmes aujourd'hui. Depuis donc la guerre d'Ukraine, on a vu que démocratie, on s'en fout. Zelensky peut prendre les opposants, les mettre en prison, fermer les radios, fermer les télévisions, mais il est un gouvernement démocratique que tout l'Occident défend. Droits de l'homme, on s'en fout complètement. On peut aller où on veut, bombarder le pays qu'on veut, tuer les gens autant qu'on veut, tant que c'est les Occidentaux, tant que c'est l'OTAN, c'est droits de l'homme, ça va. Liberté d'expression. Eux, ils peuvent mettre leur radio, télévision aux quatre coins du monde pour insulter qui ils veulent. Mais quand d'autres veulent juste exprimer leur opinion, on ferme leur radio, on ferme leur télévision. Donc, toutes ces fables dont on nous a abreuvés depuis des années font qu'on commet l'erreur. Où est l'erreur aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux expliquer? Mais le Mali, il a vu des aéronefs français qui survolent son territoire. Il a vu des Français qui soutiendraient les terroristes, qui fourniraient même, je mets au conditionnel, qui fourniraient même les armes aux terroristes, les drones aux terroristes. Mais c'est rien. À l'ONU, ça va faire rire les gens. Ils vont dire, mais toi, tu n'as rien vu, tu te plains. Nous, on a aidé la France à bombarder, à raser la Libye. C'est l'ONU, c'est nous qui donnons l'ordre, on rase. On a aidé George Bush père et fils, ils ont rasé l'Irak. Mais l'ONU n'avait pas donné son aval pour l'opération contre l'Irak. Ah bon? Et la contradiction était où? Les condamnations étaient où? Les condamnations étaient où? Donc, nous, on a couvert la guerre en Afghanistan. On a couvert même beaucoup plus loin derrière nous les conneries au Congo jusqu'à l'assassinat d'un secrétaire général de l'ONU et l'assassinat de Lumumba. Nous, on a couvert tout ça. Toi, Mali, petit pays, pauvre, tu viens, tu dis on a survolé ton territoire. C'est pas grave. Au moins, attends que la France commence à te bombarder et tu viens, on va parler. Donc voilà la raison pour laquelle, parce que le Mali croit que l'ONU est une institution sérieuse. Or, l'ONU est le, comment on dit ça? C'est le chef de la bande de criminels qui tue nos pays, la Libye. L'ONU était d'accord, allez bombarder. Donc, je dirais à mes amis maliens de ne pas trop se faire d'illusions que la France est toute puissante et on ne touche pas à ceux qui sont puissants dans notre monde où il n'y a ni la paix, ni la démocratie, ni les droits de l'homme, ni la liberté d'expression. Voilà mon opinion. Même au Rwanda, lors du génocide, l'ONU a été pointée du doigt. Il y a même eu des excuses pour au moins n'avoir pas... Attends. Ce n'est pas seulement au Rwanda. L'ONU est en train de refaire la même chose au Congo. Vous avez vu que dans l'est du Congo, qu'est-ce que la population demande? Que la MINUSMA parte. Parce que eux au moins, contrairement aux Maliens, eux au moins ils ont compris le rôle de l'ONU. Donc l'ONU, ce machin-là, Sarkozy l'avait dit, hein, que tout ça il faut changer. Sarkozy quand même, c'est pas un plaisantin. Ces institutions, soi-disant machin, Sarkozy a dit, mais on est au terminus, tout le monde descend. Donc il faut arrêter ça. Le Mali n'a qu'à prendre les dispositions qu'il peut pour défendre, surveiller son territoire et défendre. Le premier avion qui pointe du nez sans autorisation, je crois que les Russes leur ont livré assez d'armes, on l'abat. C'est tout. Puisque je vous dis que vous faites ça, vous dites que ce n'est pas vous. Quand je vais abattre 2 ou 3 avions, mais quelqu'un se plaindra. King Dojoro est votre co-débatteur. Il faut souligner quand même que j'ai quand même beaucoup cherché un point de vue contraire à ce que l'ambassadeur et King Dojoro vont dire sur ce plateau, mais j'ai pas eu beaucoup de chance. Dans la seconde partie, on espère que ceux qui ont des arguments contraires vont les relayer pour équilibrer ce plateau. King Dojoro, c'est quand même bizarre, la lettre de Diop, le chef de la diplomatie malienne, a été envoyé au Conseil de sécurité le 16 août, alors que la veille, la France avait plié bagage. Pourquoi avoir attendu le départ de la France avant de formuler cette lettre? Est-ce que c'est une plainte sérieuse à votre entendement? Déjà, quand le gouvernement malien avait saisi la Cour de justice de l'UEMOA à la suite des punitions qui lui ont été affligées, on a compris plus tard que c'était d'abord une plainte sérieuse. C'est un pays que j'admire parce que les dirigeants actuels du Mali agissent en toute responsabilité, en toute souveraineté et n'agissent que par le droit, ce que le droit dit, et ne veulent pas violer la loi
que ce soit national ou international. Il faut rappeler que l'UEMOA a donné raison quand même au gouvernement malien. Bien sûr, donc l'UEMOA a donné plus tard raison au gouvernement malien. Ils sont dans la même démarche aujourd'hui. Ils ont recueilli assez de preuves qui accablent suffisamment la France en matière de violation de l'espace aérien, et également tous les éléments qu'ils ont énumérés qui soutiennent donc leur démarche auprès du Conseil de sécurité. Pourquoi ils l'ont fait? Ils l'ont fait parce que selon la charte de l'ONU, tous les pays sont égaux en termes de droits et obligations. Donc, sur le papier, ouais, non. Même si tout le monde sait que tous les pays ne sont pas égaux, il y a certains qui ont les droits de veto. Oui, nous sommes obligés. C'est au nom de cette égalité de droits de tous les pays membres de l'ONU que l'État malien a saisi cette instance de l'ONU. C'est le lieu de rappeler que il y a deux instances, hein. Il y a l'Assemblée générale, il y a le Conseil de sécurité. Alors donc dans le cas de violation de l'espace aérien de l'État malien, c'est le Conseil de sécurité qui est l'instance habilitée à traiter de ces sujets. C'est pourquoi l'État malien a bien voulu manifestement saisir cette instance pour mettre aux yeux de la communauté internationale des cas de violation dont il est victime de la part de son partenaire français, de son espace, en toute ignorance de la souveraineté de l'État malien. Alors aujourd'hui, le Mali est dans son droit d'agir ainsi. Maintenant que le Conseil de sécurité ne se mobilise pas pour traiter le cas avec diligence, ça c'est un autre sujet, et ce qui démontre à suffisance que nous sommes en face d'une organisation qui agit avec deux poids deux mesures. Pourquoi? Parce que le Mali serait en train de s'attaquer à un membre du Conseil de sécurité qui a droit de veto, et nous montre à suffisance qu'aujourd'hui cette organisation n'a plus assez de crédibilité telle que ça a été défini dans les papiers, dans les chartes que nos pays ont tous adhéré. Alors, et plus grave encore, on constate que il est vrai que la plainte a été formulée dans le mois d'août. En septembre, c'est la France qui préside le Conseil de sécurité. Oui, et on observe effectivement que c'est de bonne guerre que la France organise la lourdeur administrative pour ne pas répondre conséquemment à la requête du Mali. Mais tôt ou tard... On va débattre de ce chapitre, mais quand on parle de violation de l'espace aérien malien, ça, on peut comprendre encore. C'est comme un ancien amas qui rôde encore autour de vous, même si vous menacez. Mais aller jusqu'à dire que la France est en intelligence avec les groupes terroristes et qu'elle fournirait armes, munitions et renseignements aux terroristes, à vue d'œil, c'est quand même grave. Mais ce n'est pas du tout grave parce que vous savez, l'État malien a démontré à tout point de vue qu'il est très sérieux, qu'il n'y ait pas de propos fantaisistes dans tout ce qu'ils ont eu à faire jusqu'à présent dans leur guerre contre la communauté internationale qu'ils mènent depuis lors. Alors, je vous assure, quand je porte plainte quelqu'un au tribunal, c'est que j'ai des éléments factuels pour aller défendre ma position et gagner donc la bataille juridique. Donc l'État malien, en toute souveraineté, en toute responsabilité, bien évidemment, a des éléments factuels. Et ça a justifié même, c'est ça qui a justifié même l'écrit de sa plainte. Donc moi, je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Si celui qu'on accuse ne se reproche rien, mais qu'on organise rapidement le Conseil de sécurité suite à l'appel du Mali pour trancher franchement et mettre aux yeux de tout le monde que l'État malien a menti. Mais quand on n'organise pas le Conseil de sécurité suite à l'appel du Mali, ça donne à suffisante raison que le Mali a raison et que la partie accusée craint vraiment qu'on mettra en grand jour les éléments qui vont l'accabler, qui vont le discréditer. Mais il faut rappeler quand même les faits, Kekewu Sogoyou. C'est quand même la France qui a été appelée à la rescousse par le Mali et qui a stoppé les terroristes qui étaient en progression vers Bamako. La France a perdu une 60aine de soldats dans les combats. La France a régulièrement neutralisé des djihadistes, même des chefs djihadistes. Mais comment comprendre aujourd'hui que cette même France est accusée d'être en intelligence avec ces groupes terroristes? La fable ou les fables que tu viens de dérouler, je me dis que dans quelques années, nos enfants, nos petits-enfants en riront.
cette fable de la France appelée au secours, qui est venue tuer les terroristes. Mais pourquoi vous parlez d'un problème sans parler de sa cause? Quand moi je vais chez le médecin, je dis j'ai les maux de tête, le médecin peut me donner aspirine et Feralgan, ça guérit les maux de tête. Mais le médecin me dit, ah, il faut qu'on sache d'abord qu'est-ce qui cause tes maux de tête pour qu'on puisse te les soigner, n'est-ce pas? Vous dites qu'on accuse la France d'être de connivence avec les terroristes, c'est un peu trop. La France n'est pas de connivence avec les terroristes sont français. C'est la France qui a amené les terroristes. Depuis la Libye, bon, combien de fois vous voulez qu'on vous dise ça? Il y avait des incursions terroristes au Mali avant. Il y avait des incursions terroristes au Mali et même au Niger, attention. Oui, l'armée nigérienne a pu contenir ça. L'armée malienne aurait pu. Mais, qu'est-ce que la France a fait? Donc, depuis la Libye, la France a promis un État aux Touaregs, l'Azawad. Il les a aidés à créer l'Azawad. Il a interdit aux Maliens d'y mettre le pied. Demandez à Assimi Goïta, il était sur le terrain. Il sait tout, il a tout vu, on ne lui a pas raconté. Donc, maintenant, ils ont mis au nord les Touaregs. Après, ils ont vu qu'ils ne peuvent pas utiliser les Touaregs pour conquérir le sud parce que de par leur peau, qui est pratiquement blanche, ça se verrait. Alors, on est venu dans le sud. La France a organisé la fameuse guerre entre les Dougons, les Peuls. Vous imaginez un président français qui parle de Peuls? Il quitte, il va voir qui? Macky Sall, c'est un Peul. Il va voir qui? Le président de Guinée, Mbalo, c'est un Peul. Il leur dit, mais si vous ne combattez pas le Mali, on va tuer tous les Peuls. C'est la France, hein? La même technique qui a permis au Rwanda de massacrer des millions, parce qu'on dit 1 million de morts au Rwanda, mais ayez le courage de dire qu'après le million de morts au Rwanda, dans l'est du Zaïre, il est mort plus de 10 millions de personnes. On n'en parle pas. 10 millions dans tout l'est du Zaïre, il est mort plus de 10 millions de personnes depuis le drame du Rwanda. Et on n'en parle pas. Ils sont en train de mourir dans l'est du Zaïre. Donc quand on me dit que la France serait de connivence avec les djihadistes, j'ai dit non. Les djihadistes, c'est les bébés chéris de la France. Donc maintenant qu'ils ne sont plus sur le terrain pour leur donner l'aide qu'il faut, mais ils doivent utiliser d'autres méthodes. Les Maliens ne parlent pas en l'air. Si justement, comme le disait mon vis-à-vis, si c'est faux, la France serait la première à se précipiter au Conseil de sécurité pour mettre à nu les Maliens. Mais l'instance choisie pour porter plainte le Conseil de sécurité, ça ne vous semble pas bizarre? Est-ce que le Mali n'aurait pas d'autres plateformes sur lesquelles poser ces accusations? Mais attends, la plateforme normale, c'était par exemple la CEDEAO, qui est dans la poche de la France. C'était par exemple l'Union africaine, qui est dans la poche de l'Union européenne. Vous avez créé des institutions africaines, personne n'est capable de mettre la main dans la poche pour financer ces institutions. Vous allez jouer encore au mendiant avec les Européens, alors vous ne pouvez pas vous plaindre chez ces institutions contre ces Européens. Soyez sérieux, il reste que l'ONU. Même si on sait que ces pays financent l'ONU, mais à un niveau donné, on se dit, bon, c'est au-dessus de tous les États. Donc, c'est là-bas, peut-être, on peut... La preuve, on ne les écoute pas. Tu crois qu'on les aurait mieux écouter à la CEDEAO, à l'Union africaine, pourquoi le Mali n'a pas choisi de régler ces accusations à travers la presse, à travers les réseaux sociaux, plutôt que de se porter vers le Conseil de sécurité? Non, c'est là qu'il faut toute admiration encore à ce pays, hein, parce que dans notre tradition en tant que Togolais, on a l'habitude de nous dire avant de tuer son coq, il faut lui donner de l'eau. Donc aujourd'hui, l'État malien, avant d'agir en toute souveraineté en cas de violation encore récidive de la part d'un quelconque pays sur son territoire, va agir conséquemment. Donc aujourd'hui, cette plainte formulée par l'État malien au niveau de la communauté internationale, preuve de Conseil de sécurité, c'est une chose qui est justifiée et c'est dans la bonne démarche même d'ailleurs, et c'est le bon sens, on dirait. Alors, des fois, il faut rappeler que quand on a fait appel, le Mali a fait appel à l'État français pour l'aider à
à contenir l'évolution des djihadistes. C'est au nom de la coopération militaire hein, entre la France et le Mali. Et il existait en effet un accord de défense entre le Mali et la France, un accord d'ailleurs dénoncé par Bamako. Alors donc vous allez comprendre qu'il y a une contrepartie bien évidemment dans le cadre de cet accord de défense. La contrepartie c'est quoi? Quand vous voulez que je vous défende votre souveraineté territoriale en cas d'agression, vous allez, c'est auprès de moi également que vous allez vous approvisionner, vous allez vous approvisionner en armement. Donc la France a gagné énormément, c'est un client de la... En fait, la défense sur terrain, c'est un service après-vente. C'est un service après-vente, c'est pourquoi quand je vois les Français déplorer le nombre de morts de leurs soldats, je dis mais attends, qu'ils se foutent de qui à la fin? Est-ce qu'on peut comparer le nombre de Maliens qui sont morts dans le cadre de cette agression terroriste? On ne peut pas. Quand les Français évoquent 50 soldats qui sont morts, mais en termes de revenus, c'est ça. Plusieurs milliers d'Africains aussi sont morts pour la France lors des guerres que... justement, donc qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Donc, ils ont gagné assez. Ils ont gagné assez. Aujourd'hui, je pense que c'est un client qui sont en train de perdre en termes de fourniture d'armes. Et ça, c'est là même l'une des raisons qui justifie, qui s'accroche au Mali par tous les moyens en montant toutes sortes de scénarios contre l'État malien. Moi, ce qu'il faut quand même avouer, c'est qu'il y a une très belle opportunité qui s'offre encore à l'État malien. C'est le 20 septembre prochain où l'Assemblée générale se réunira. Déjà à l'accoutumée, hein, à 9 h du matin déjà, l'heure de New York. Et le premier discours sera prononcé et les pays viendront tour à tour pour faire leur dénonciation. Même si le Conseil de sécurité ne veut pas se réunir à la suite de la plainte du Mali contre la France, je suis certain que le gouvernement malien se prépare en conséquence pour porter maintenant cette dénonciation devant tous les chefs d'État du globe hein, qui vont se réunir le 26. Et il faut rappeler que c'était la même tribune que Choguel Maïga avait dénoncé la France qui a abandonné le Mali en plein vol hein, l'année passée. Donc je pense qu'il y a une belle occasion, très belle occasion qui se présente au Mali le 20 septembre prochain où j'en suis sûr. Même s'il n'est pas très sûr que Choguel Maïga puisse... participer de mais dans les coulisses, il faut noter déjà même que certains diplomates russes sont empêchés d'avoir de visa pour participer à cette assemblée. Donc, il y a beaucoup de manigances qui se font déjà. Donc, mais je sais que j'ai foi que le ministre des Affaires étrangères, Diop, est déjà sur place. Il a déjà commencé les invectives avec l'Allemagne. Donc, je suis certain qu'il y a une belle tribune qui s'offre à l'État malien pour dénoncer maintenant aux yeux et la face de tout le monde entier les violations flagrantes de son espace aérien par la France et aussi reformuler la plainte aux yeux de tout le monde. Et il faut quand même avouer que c'est une très belle tribune parce que même avant le Mali, Fidel Castro a saisi cette tribune pour dénoncer les agissements des Occidentaux, tous les pays qui se sentaient violentés ou alors qui se sentaient méprisé par d'autres pays, c'est la belle tribune qu'on saisit pour faire des dénonciations. Dire à haute voix ce dont on souffre. Mais je voudrais qu'on analyse, Kégoé Sogoyou, la réaction de la France par rapport à cette plainte de Bamako. Pour le moment, la France n'a pas attaqué le fond du dossier. Les rares réactions qu'on a eues, cette plainte est considérée comme une invective, une insulte à l'égard de la France. Mais c'est le même style, l'arrogance. Le mépris, quand c'est le noir, comment un noir peut oser se plaindre contre un blanc? C'est le même style. Et la dernière fois, j'avais dit ici que Macron ayant changé de ministre des Affaires étrangères, nous espérons qu'elle aura un langage plus poli. Mais elle est pire. Bon, elle parle beaucoup moins, mais bon. Oui, mais elle est pire. Chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est comme le dragon, ça crache les flammes. Donc, c'est le mépris, la réaction de la... Et non seulement le mépris, elle a envoyé une armada de journalistes. Vous avez dit ici, pourquoi le Mali n'a pas utilisé les médias? Quels médias? C'est la France aujourd'hui qui a envoyé une armada de journalistes. Tous les médias français sont infestés. Quand vous les écoutez, c'est comme si vous étiez à Pyongyang et que vous avez capté la télévision publique nord-coréenne. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui sur les médias en France. Est-ce que c'est vrai? Parce que le président français Emmanuel Macron s'en est plaint. Il estime que les médias français ne s'alignent pas assez sur la diplomatie française. Oui, il parle des médias qui ne sont pas à la botte des oligarques français.
Il y en a certains hein, qui ne sont pas à leur botte hein, et qui disent ce qu'ils pensent. Regardez, si vraiment ce que j'ai dit, tu as jamais entendu parler du journaliste Vincent Hugeux? Mais c'est un type bien, un journaliste respecté, professionnel, non corrompu, je peux le dire. Mais la dernière fois, je l'ai vu, il s'est livré à un calembour de très mauvais goût en parlant d'un étrange ministre des Affaires étrangères du Mali. Mais au moins... C'est vrai qu'il s'est beaucoup moqué, Vincent Hugeux, de cette Oui, mais bien sûr, il faudrait lui dire à ce journaliste, que je respecte beaucoup, hein, mais il faudrait lui dire que l'étrange ministre des Affaires étrangères est 1000 fois mieux que son ministre des Affaires étrangères, Le Drian, qui venait voler l'argent à Bamako aux pauvres avec des contrats bidons de passeport. Le ministre Diop n'a volé personne. Il parle pour défendre son pays. C'est parce qu'il empêche les gens comme Le Drian de voler le Mali qu'ils le trouvent étrange. Pourquoi les autres Africains, les autres nègres sont heureux de se faire voler par la France et toi tu parles contre la France? Donc tu dois être étrange. Diop est un homme de valeur. Il est courageux et nous devons soutenir ce courage. On ne peut pas laisser n'importe quel aventurier au nom du titre de journaliste venir insulter des gens comme ça sur les radios et les médias de ces pays démocratiques, droits de l'hommistes et respectueux de la liberté d'information. Ce n'est pas normal. King Dodgero, la France n'a pas encore répondu à la plainte de Bamako, mais comment vous analysez cela? Elle estime juste qu'elle est insultée, elle est outragée. Alors, moi, je pense que la France se reproche quelque chose parce que les éléments qui animent donc la formulation même de la plainte restent très fondés. C'est pourquoi vous verrez que contre tout bon sens, Ambalo convoque une session extraordinaire de la CEDEAO à New York, le 13 prochain, je crois que c'est le lundi ou mardi. Au cours de cette session, le président français est invité pour traiter les sujets maliens et guinéens. Nous, personnellement, ça nous amène à faire ces polémiques qui, même si c'est pas chose, a dit que il y a des manœuvres que la CEDEAO organise de connivence avec la France pour faire pression sur le Mali pour ne pas parler peut-être le 20 septembre prochain. C'est ce que cela nous laisse à croire. Qu'aujourd'hui, que la CEDEAO décide d'organiser une réunion extraordinaire à New York pour parler du cas malien et guinéen. Donc on peut sanctionner par exemple les poutistes entre guillemets pour ne pas prendre la parole devant le Conseil de sécurité. Alors donc devant l'Assemblée générale. Bien sûr, tout laisse croire. Présentement c'est pourquoi je dis qu'on peut polémiquer parce que l'annonce même de cette session extraordinaire des chefs de l'État de la CEDEAO à New York déjà nous laisse croire que la pression qui vont exercer sur le Mali, c'était de ne pas parler devant l'Assemblée nationale. Parce que la plainte déjà n'a pas encore prospéré. Est-ce que les sanctions de la CEDEAO contre le Mali ne peuvent pas être transposées au niveau des Nations Unies pour l'empêcher donc justement de prendre la parole? Non, je continue là. Puisqu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il y a de nouvelles sanctions qu'on analyse en ce moment contre le Mali. Et la Guinée, qui jusqu'à présent n'a pas encore donné une nouvelle date pour son calendrier électoral, parce que quand Ambalo est venu dans le pays, il est retourné avec... C'est un éléphant qui a accouché de la souris. Donc du coup, c'est pas de bon augure cette réunion, et nous savons très bien que nos amis maliens en sont vraiment conscients, et personne ne peut les empêcher aussi de prendre la parole à l'ONU, à l'Assemblée nationale. Et ils prendront la parole, on va bien analyser, à l'Assemblée nationale plutôt. Excusez-moi, pas l'Assemblée générale plutôt. L'Assemblée générale. Donc nous sommes certains qu'ils prendront la parole, mais nous allons analyser le contenu de la parole qu'ils prendront pour savoir s'ils ont vraiment subi la pression ou pas. Donc c'est certain que cette réunion-là n'était pas, pour ma part, cette réunion de la CEDEAO à New York, qui va être d'abord animée par le président français. Vous voyez combien de fois on se vend moins cher. Aujourd'hui, tous les Occidentaux sont solidaires contre
le Mali derrière la France. Il n'y a que des Africains qui se désolidarisent toujours de leurs frères, s'allient aux ennemis de la peau noire pour combattre leurs propres frères. Donc c'est vraiment dommage qu'on arrive à ce niveau, que Embalo n'ait pas pu, depuis qu'il assume la présidence tournante de la CEDEAO, n'a pas pu organiser un sommet de la CEDEAO sur le cas malien et guinéen, et que c'est à New York qui le fera, avec la participation, son invitation avec la participation du président Macron. Vraiment, c'est honteux pour nous les Africains. Mais de moment de journaliste, je n'ai pas encore vu la CEDEAO organiser une session à New York. Oui, j'allais en venir. Les choses deviennent de plus en plus étranges. C'est très étrange, oui. Oui, comme disait Vincent Hijo, il y a des gens étranges, mais lui voit que c'est Diop qui est étrange. Il y a même président de la CEDEAO étrange. Écoutez ceci. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? CEDEAO, Union africaine, tout ça, c'est n'importe quoi. Quand Embalo est venu à la tête de la CEDEAO, la première décision qu'il a prise, il se croyait inspiré. Il voulait former une force contre les putschistes. Mais Embalo est sûr que c'est le plus grand problème de la CEDEAO. Comment vous voulez 15 pays de la CEDEAO, ayant chacun sa capitale, aille tenir une réunion à New York? Mais c'est un scandale, c'est une trahison. Ce Embalo, on devait l'arrêter au retour dans son pays. Il est en train de vendre l'Afrique. S'il veut vendre la Guinée-Bissau, il n'a qu'à la vendre. Mais il n'a pas le droit de nous vendre. Et il invite Macron. Macron est qui par rapport à la CEDEAO? Autant on peut inviter Erdogan, on peut inviter Poutine, on peut inviter le président iranien, on peut inviter Kim Jong-un. Pourquoi eux, on ne les invite pas? Parce qu'eux ne parleraient pas dans le sens des intérêts de la France. Maintenant que Embalo a fini de vendre la CEDEAO à la France, quand il quitte New York, il atterrit à Paris, on peut lui donner un bureau adjacent à celui de Macron, à l'Élysée. Cher René, gardez votre fil, je vais vous donner même une information. Normalement, il est entendu le 21 septembre, Embalo est entendu le 21 septembre en Russie par le président Poutine. À cause de cela, il a repoussé son calendrier. Voilà. Continuez. Oui, voilà. Donc, c'est possible d'empêcher le Mali de prendre la parole devant le Conseil de sécurité? Tout est possible. Tout ce que la France veut sur cette terre est possible. Retiens ça, n'oublie jamais ça. Que tout ce que la France veut, surtout concernant un pays soi-disant francophone africain, est possible. Donc, là où ils sont en train de tresser la corde pour prendre davantage le Mali à l'ONU. Et bon, mais pourquoi on ne parle pas du Tchad? Le Tchad est en train de brûler. Sérieusement? C'est un putschiste qui est au pouvoir là-bas. Le Tchad est en train de brûler. On n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas? Donc, je vous dis, Embalo est venu. On disait que les autres sont soumis à la France. Lui, il est devenu carrément le toutou. C'est-à-dire que Macron lui a passé une corde au cou et puis il tire derrière lui et puis il trottine. Il est content. Un noir, tu sais, un noir, hein, quand il voit un blanc, il est content. Même si le blanc le torture, il est content parce que c'est le blanc. Donc, Embalo est venu pour faire pire que Akufo-Addo du Ghana. Ok, on le laisse faire. Moi d'ailleurs, je serai à la place du Mali. Cette réunion de CEDEAO avec la France, moi je ne vais pas parce que ça viole les tests. La France n'est pas membre de la CEDEAO. Je ne peux pas aller m'asseoir dans une salle avec la France pour faire une réunion de la CEDEAO. D'autres pays africains auraient dû réagir comme ça. Parce que d'ailleurs, on ne sait même pas qui va aller. Je vois mal le Nigeria aller siéger avec Buhari, aller siéger avec Macron. Pourquoi? Mais le Nigeria, c'est un grand pays. Il faut qu'on le respecte. Nous, on le respecte. Mais si lui-même va baisser la culotte devant Macron à l'ONU, ça fait son problème. Donc, Gilles, tout ce que la France veut concernant son pré carré est possible. Ne dis pas que, est-ce que non, c'est possible. Mais on a évoqué un fait furtivement, c'est la présidence du Conseil de sécurité qui est assurée depuis le 1er septembre par la France. Est-ce que ça ne complique pas cette plainte malienne? Est-ce que le Mali n'a pas choisi le mauvais timing? Et puis une autre question, mais est-ce que la France, en cherchant entre guillemets, là nous sommes dans les suppositions jusqu'à présent, en essayant d'étouffer le Mali, de porter la fête devant le Conseil de sécurité, est-ce que c'est pas une mauvaise défense justement de Alors non, aujourd'hui le Mali dénonce la France. Si jamais le Conseil de sécurité ne tranche pas la plainte malienne jusqu'au 20, le Mali se verra aussi dans le droit de dénoncer la Nations Unies pour avoir violé
des dispositions prises dans sa charte qui a permis à tous les pays d'adhérer à l'ONU et à ces tests. Bien sûr, parce que ce serait vraiment de la partialité absolue de la part de l'ONU de ne pas traiter la plainte formulée par un État souverain membre. Sous quel prétexte, on ne saura le dire. Vous avez tout à l'heure parlé des réactions de la France par rapport à la plainte. Bien sûr que la France ne peut pas avoir d'éléments de fond contre cette plainte formulée, si ce n'est des spéculations autour qu'elle a organisées à travers les médias. Donc, alors, ce qu'il faut noter ici, c'est que le Mali n'a pas choisi le mauvais moment. Le Mali a choisi le bon moment quand il a pris conscience que j'ai eu assez d'éléments pour formuler ma plainte contre ce pays qui viole impunément mon espace et qui alimente les ennemis de la paix de leur pays. Alors, du moment où ils ont eu tous les éléments, ils savaient que le mois qui va suivre, c'est-à-dire le mois de septembre actuel, le mois courant, la France devait assurer donc la présidence du Conseil de sécurité. Et si la France n'a pas l'élégance pendant sa présidence du Conseil de sécurité de traiter la plainte malienne, la France donne suffisamment raison à nous les Africains qu'elle ne mérite plus d'être le partenaire de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Et à l'appel d'Ambalo, qui convoque une réunion de la CEDEAO à New York, nous les peuples africains, nous n'avons pas donné mandat à nos chefs d'État pour se réunir à New York. C'est Ambalo qui l'a fait et je pense que les intellectuels africains en sont conscients et un jour viendra, on demandera le compte à ce chef d'État, à nos chefs d'État qui continuent de vendre la souveraineté de nos peuples. Nous sommes conscients qu'à un moment donné, il faut avoir des rapports avec tous les pays du monde entier, nous voudrons bien, mais qu'il y ait du respect mutuel et que le bon sens voudrait qu'on soit solidaire à son frère en cas de problème. Je voudrais qu'on analyse aussi, avant la pause, les tentatives de règlement à l'amiable de cette plainte du Mali devant le Conseil de sécurité contre la France. C'est le président de l'Union africaine, Macky Sall, le président sénégalais, qui s'est précipité à Bamako pour cette cause. Qu'en pensez-vous, Guégué Sogoyou? Vous savez, ce Macky Sall, président de l'Union africaine, quand il était allé se prosterner devant Poutine, je l'ai défendu. J'ai dit, ben écoutez, même avec le pire ennemi, il faut discuter. Il est allé discuter et on nous a convaincus que c'était pour que l'Afrique ait du blé. Aujourd'hui que je me rends compte qu'en fait Macky Sall était en mission pour les pays des pays européens, pour le blé même, hein, pour les pays européens. Sur 79 bateaux qui sont partis, pardon, seuls 2 bateaux sont arrivés en Afrique. Et je précise que un des bateaux dont je connais la destination, à savoir l'Éthiopie, était destiné au Liban. Les produits étaient avariés. Et comme les Africains, c'est les chiens, on leur a envoyé le blé avarié. Résultat, les 79 navires, les Africains ont eu vraiment un seul navire. Je ne sais même pas quel pays a gagné au gros loto pour avoir ce navire. Donc, Macky Sall est allé pour nourrir grassement les Européens, alors que c'est eux, les mêmes Européens, qui crient « l'Afrique est affamée, Poutine veut affamer l'Afrique, il faut sauver l'Afrique ». L'Afrique, au moins cette fois-ci, a sauvé l'Europe de la faim, parce que c'est Macky Sall qui a permis aux Russes d'envoyer à manger aux Européens. Ça, c'est un. Médiation, mais comment Macky Sall ne peut pas... Ça dit qu'un médiateur doit être neutre. Macky Sall en fait pire que Macron contre le Mali. Il en fait, parce que quand les Français quand les Français torturent les Maliens, quand les Français dictent les sanctions contre les Maliens, Macky Sall, en tant que pays voisin, n'a pas levé le doigt. Au contraire, il a entériné ces sanctions jusqu'à ce que ces hommes d'affaires, ces transporteurs, en soient fatigués pour manifester leurs humeurs. C'était les sanctions de la CEDEAO et non les sanctions de la France. Les sanctions étaient de la CEDEAO. Oui, les sanctions de... Macron même nous a dit que lui va appeler à Koufou pour donner les ordres. Les ordres ont été donnés et exécutés. Quelle CEDEAO encore? Et même, comme c'était les sanctions de la CEDEAO, la Guinée, qu'on a créé cette désolidarité de ces sanctions. Quelle CEDEAO encore? L'ordre vient de Berlin. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les choses...
on disait l'ordre vient de Berlin ou l'ordre vient de Paris, ça dépend du champ dans lequel tu parles. Maintenant, les ordres viennent de Paris. Quel chef d'État de la CEDEAO peut lever son petit doigt? Donc, quand Macky Sall veut enfariner les Maliens, pour son ami Macron, c'est une honte, c'est un scandale. Ce Macky Sall, mais excusez-moi, il n'est pas sérieux avec lui-même. Oui, mais comment vous comprenez le concept de règlement à l'amiable d'un problème comme oui, on peut le régler à l'amiable. Pour que la France cesse... Un problème se règle à l'amiable quand l'accusé reconnaît les accusations et dit à l'autre, non, écoute, ça arrive, c'est une erreur, je me suis trompé, on va s'entendre pour qu'il n'y ait pas ça. C'est ça l'amiable. C'est pas pour aller demander à Assimi Goïta d'encourager les Français à fournir la logistique aux terroristes. Lui, Macky Sall, il est normal, parce que Macron est allé le convaincre que Assimi Goïta veut tuer les Peuls. Et il est Peul. Et il marche dedans. Il est prêt à faire un génocide à la rwandaise. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, Macky Sall, mais quand même. C'est vrai, il veut un troisième mandat. Et il sait que les mandats sont signés à l'Élysée. Bon, il attend la signature du troisième mandat. Ok, il est obligé de faire mollo-mollo. Bon, d'accord, mais pas en vendant le Mali. Il n'a qu'à vendre autre chose. Il y a beaucoup de choses à vendre au Sénégal. Il peut vendre même la Casamance. De toute manière, cette démarche même de négocier un règlement amiable de la part du président sénégalais, c'est dénudé de tout bon sens. Parce que du moment où la plainte a été formulée et déposée sur la table du Conseil de sécurité, pour que cela n'ait pas lieu, il faudrait que l'État malien retourne retirer sa plainte. Voilà. C'est la seule situation qui reste en ce moment. Donc, règlement à l'amiable, je ne sais pas quelle est cette démarche. Plutôt qu'ils disent que l'État malien retire sa plainte. Et je pense que je ne pense pas que l'État malien soit dans cette position quand on écoute la dernière sortie du Premier ministre intérimaire, Abdoulaye Maïga, qui dit que bon, mais les choses telles que c'est embrayé, ils iront jusqu'au bout. Donc ça veut dire que l'État malien n'a vraiment pas l'intention de retirer la plainte. Parce qu'un règlement à l'amiable voudrait dire qu'on retire la plainte. Autrement dit, en fait. Donc, quand on écoute le Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga, il n'y a pas question que l'État malien retire la plainte. Eh ben, que va-t-il se passer si la plainte ne prospère pas? On va parler de cette question après la pause, et de même que les interrogations, les suggestions, les contributions des téléspectateurs. On va les traiter avec les invités au plateau. Je vous rappelle le contact une fois encore, plus 228 96 46 10 31. Écrivez-nous, vous êtes très nombreux déjà à participer à cette émission. On va vous répondre dans une dizaine de minutes, juste après cette nouvelle édition de journal sur votre chaîne préférée, New World Info.